Bienvenue pour ce webinaire sur la lutte contre les pucerons et les taupins. Donc on va essayer de voir quels sont les moyens à notre disposition. Donc par rapport aux intervenants qui vont présenter les topos et puis répondre principalement aux questions, vous allez avoir Juliette Marron, qui est notre spécialiste ravageur et qui est située à Boigneville. Qui va plutôt nous parler aujourd'hui de la problématique puceron. Et Philippe Laroudet, qui est notre spécialiste ravageur dans le sud, à Montardon, basé à Montardon, et qui nous présentera le résultat des essais taupins pour cette campagne. Nous avons aussi Cyril, donc notre responsable au niveau de la filière, Cyril Anon, qui va être modérateur et qui va poser des questions. Et puis Fadi Elhaj et moi-même, François Guigonis, donc qui suis régional pour la région centre. Je vous ai remis un petit peu toute l'équipe Pommes de Terre qui est à votre service. Donc vous avez les coordonnées de chacun. Je ne vais pas présenter tout le monde, mais vous pouvez la retrouver notamment sur la diapo quand elle sera en replay. Et j'en profite pour aussi remercier toutes les équipes techniques d'Arvalis qui ont permis la mise en œuvre et puis de récupérer des essais qui vont vous être présentés. Donc au programme, on va faire un bref bilan de campagne avec Cyril. On passera sur une lutte contre les pucerons avec Juliette et la lutte contre les taupins avec Philippe pour finir. Donc Cyril, je te laisse la main. Merci François, merci beaucoup. Rapidement, oui, un premier bilan de campagne de cette année 2021. On va essayer de balayer l'ensemble des ravageurs. Au niveau des pucerons qui ont été présents dès la fin du mois de mai, mais plutôt en faible nombre pour l'instant. Vous avez ici les relevés dans diverses régions qui se font par piégeage chromatique, cuvette jaune, et globalement à retenir quand même, puisque vous pouvez voir les courbes rouges qui correspondent à l'année 2021 par rapport aux courbes des années précédentes et notamment celles de 2020, des populations qui ont quand même été en bien plus faible quantité que les années précédentes. Donc des pucerons qui sont arrivés, on va dire plutôt assez tôt, mais il a fait froid sur le mois d'avril, sur la début mai, donc ils sont arrivés plutôt assez tôt, mais qui sont restés globalement en faible nombre. Ces pucerons, si on s'intéresse au seuil de risque atteint que vous pouvez voir dans les BSV, qui est de 50% de folioles porteuses de pucerons sur 40 observés. On vous a remis ici l'évolution de semaine en semaine des différentes, on va dire, quantités de pucerons ou folioles porteuses, notamment sur la région Hauts-de-France, donc un bilan qui nous vient des BSV. Des risques globalement en pucerons qui se sont intensifiés sur la fin juin, début juillet, puis qui ont diminué significativement par la suite. Donc quelques interventions nécessaires dans quelques parcelles. On pouvait voir ici fin juin, début juillet, environ 15%, 10 à 15% des parcelles qui nécessitaient une intervention. Des parcelles parfois qui étaient proches du seuil. Il n'était pas rare de voir quand même des pucerons. On voyait des pucerons dans une parcelle sur deux, mais parfois de manière pas suffisamment significative pour une intervention. Et au niveau des auxiliaires, puisque vous savez que les auxiliaires régulent fortement les populations de pucerons, je vous ai remis ici des travaux qui sont menés sur les Hauts-de-France, sur notamment un indice auxiliaire qui a été travaillé en Belgique et que les Hauts-de-France, que certaines structures sont en train de s'approprier au niveau régional, notamment la Chambre d'agriculture qui travaille le sujet dans le cadre des BSV. Donc des auxiliaires qui ont été présents, assez présents, on va dire, tout au long de la campagne, qui sont arrivés progressivement à partir de la mi-mai, donc globalement en même temps que les pucerons, et qui ont permis, on va dire, dans bon nombre de parcelles, de gérer ces populations de pucerons. J'insiste sur le fait que même si des parcelles nécessitent une intervention de temps en temps insecticide pour lutter contre les pucerons quand elles dépassent le seuil, pensez tout de même à préserver les auxiliaires puisqu'ils aident notamment les années à forte pression à ne pas réintervenir ou lorsque les parcelles sont faiblement atteintes, faiblement atteintes par les pucerons, ils permettent de réguler naturellement la population de pucerons. Donc pensez à préserver ces auxiliaires. Si on s'intéresse aux dorifores, des dorifores globalement qui ont été présents dès le début juin en parcelle,
avec la présence d'adultes, mais aussi de pontes. Quelques interventions sur la deuxième quinzaine de juin et le début du mois de juillet, mais on a eu tout de même une pression qui était nettement moins élevée qu'en 2021, essentiellement due à l'effet de température, hein. Le doryphore est un parasite qui aime les températures plutôt chaudes. Vous vous souvenez, comme moi, que les mois d'avril, mai, juin ont plutôt été frais. Il y a eu un petit pic de température dans certaines régions au mois de juin, mais avril, mai ont été frais. Donc, on retarde l'arrivée du doryphore et globalement, on n'a pas de deuxième génération, voire dans certaines régions de troisième génération. Donc, des doryphores qui ont été présents, on va dire, de manière assez faible sur notre territoire. Les taupins, on voyait dans la question que François vous a posée au niveau des taupins, bon nombre de participants à ce webinaire mentionnent la problématique taupin comme étant une problématique aussi importante en 2021. Effectivement, on a l'impression, c'est un ressenti terrain que depuis déjà de nombreuses années, hein, mais Philippe vous en parlera, que la situation s'aggrave dans certaines régions d'année en année. C'est le cas en Bretagne, avec de nombreuses piqûres de larves de taupins ou encore qui ont encore été observées. C'est le cas aussi, on n'en parle pas assez, mais dans le sud de la France, toutes les zones Rhône-Alpes, bassin méditerranéen où la pression taupin augmente. Dans le centre, toujours des signalements, des dégâts qui sont bien présents et qui peuvent entraîner un déclassement des lots. Et sur le nord, où il y a quelques années, on n'avait globalement pas de soucis particuliers, là, on peut clairement dire, depuis quelques années, que le taux de parcelle à problème devient significatif. On a des relevés qui se font en parcelles à la fois d'adultes, dans le cadre des BSV, notamment les Frédons qui gèrent ça dans certaines régions, mais le problème devient clairement significatif dans nos régions et c'est pourquoi on vous en parle depuis quelques années et on essaye d'anticiper la chose. Un autre parasite émergent, et j'ai vu que quelques personnes l'avaient mentionné, les cicadelles. Alors, parfois très difficile à déceler en parcelle, ou bien les producteurs ou les techniciens peuvent confondre avec des pucerons, mais généralement les cicadelles, comme les pucerons, sont sur la face inférieure des feuilles, donc attention à ne pas les confondre. La seule chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille quand vous rentrez dans votre parcelle, c'est que quand vous voyez les pucerons, vous retournez les feuilles et les pucerons sont présents sur la face inférieure, mais ils ne bougent pas. Quand vous rentrez dans la parcelle et qu'il y a des cicadelles, les cicadelles volent et se déplacent très vite. Vous les voyez sauter, on va dire, de plante en plante. Ce sont des insectes piqueurs-suceurs qui se nourrissent du contenu des cellules des feuilles. Ils peuvent être vecteurs de certaines viroses et notamment de mycoplasmes comme le stolbure. On a quelques remontées de cas tous les ans de stolbure, on va dire de manière, là aussi dans certaines régions, un petit peu plus significative. Et c'est un ravageur qui pour l'instant était dit secondaire, mais qui pour nous est en recrudescence depuis quelques années, essentiellement en fin de cycle, et qui peut accélérer la sénescence de la plante. On a vu des parcelles qui tournaient en sénescence en quelques jours, et quand on s'approchait des parcelles, clairement ces parcelles grouillaient de cicadelles. Donc ça reste un ravageur qui reste à surveiller, et sur lequel il va falloir se pencher dans les années à venir, peut-être même dès l'année prochaine. Et enfin, des limaces, globalement, une présence plutôt faible tout au long de la campagne. On a quelques, on va dire, situations ultra locales où on peut avoir des soucis de limaces, mais globalement, ce ravageur n'a pas été prépondérant tout au long de l'année. Donc, je vais passer la parole à Juliette qui va nous parler de la lutte contre le puceron dans un premier temps. Juliette, je te laisse activer ton micro et la parole est à toi. Super. Oui, merci Cyril. Alors normalement j'ai pris le contrôle. Alors bonjour à tous, donc effectivement Juliette Marron, je vais vous présenter le volet sur la lutte contre les pucerons pommes de terre. Comme vient de vous le présenter Cyril, effectivement c'était pas une grosse année à pucerons cette année, néanmoins on a un essai qui est arrivé à terme sur les 3 qui ont été mis en place cette année. Voilà, donc qui s'est déroulé, et c'est les résultats de cet essai que je vais vous présenter
aujourd'hui. Cet essai s'est déroulé dans les Hauts-de-France à Sancourt. On a utilisé la variété Nicolas, qui est donc une variété globalement moyennement sensible aux viroses. C'était un essai classique de produits insecticides et donc qui comportait 8 modalités, donc 7 modalités produits et un témoin non traité. Donc les modalités que je vous ai représentées ici, premièrement il y avait le Karatézéon, qui est un produit à base de pyrétrénoïdes seuls, le Karatéka et le Maverick Jet, qui sont des mélanges de pyrétrénoïdes et de carbamate, le Tepeki, qui est à base de flonicamide. Il y avait également 2 produits de biocontrôle, le Finavestan, qui est de l'huile de paraffine, et le Valesco, qui est un purin d'ortie. Et enfin, on avait une modalité qui était un mélange des 2 karatés, qui est un mélange qui est parfois préconisé par la firme et dont on a voulu également éprouver l'efficacité dans nos essais. Alors pour ce qui est des conditions expérimentales, on est dans une configuration classique en micro-parcelles avec des blocs et 4 répétitions avec témoins non traités. Pour ce qui est des méthodes de notation, on a suivi globalement deux variables. La première, c'est le nombre de pucerons par feuille. Donc on a observé l'évolution des populations de pucerons dans la parcelle en faisant 4 comptages après le traitement. Donc un comptage 3 jours après traitement, une semaine après, 2 semaines et 3 semaines après. Et ensuite, on a également regardé le rendement au final en tonnes par hectare, tout calibre de tubercules confondus. Alors ici, je vous ai représenté donc les résultats du nombre de pucerons par feuille en fonction des différentes dates de comptage. Donc, ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que avant traitement, donc à T0, toutes les modalités, y compris le témoin qui ici est représenté en noir, en pointillé, était à une infestation globalement de 6 pucerons par feuille, ce qui est au-dessus du seuil minimal de traitement, qui est donc de 5 à 10 pucerons par feuille. Néanmoins, on a observé globalement une décroissance naturelle des populations de pucerons qu'on a pu observer donc dans le témoin, ce qui fait que dès J+3, donc 3 jours après traitement, dans le témoin, on était en dessous du seuil de traitement, et à 3 semaines plus tard, on était quasiment revenu à 0. Donc bon, cette diminution, elle peut s'expliquer par la régulation naturelle par les auxiliaires de culture, comme vous l'a dit Cyril tout à l'heure, ou par éventuellement aussi une mortalité naturelle des populations de pucerons. Ensuite, si on fait un zoom sur ce qui s'est passé 3 jours après le premier traitement, ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que le Karatézéon, qui est donc la modalité en rose, qui est à base de pyrétrénoïdes seuls, semble ne pas avoir eu d'efficacité, c'est-à-dire que le nombre de pucerons par feuille était globalement équivalent au témoin. En revanche, les 2 produits de biocontrôle, donc en orange l'huile de paraffine et en vert le purin d'ortie, ont eu une efficacité moyenne, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution du nombre de pucerons par feuille. Néanmoins, ce n'était pas significativement différent du témoin. Comme vous voyez, il y a des lettres en commun. Et en parallèle, on a observé qu'en revanche, il y a eu un effet choc pour les produits à base, qui mélangeaient des carbamates. Donc le Karaté K en bleu, le Maverick Jet en marron et le mélange des 2 karatés en violet. Donc un effet choc, une diminution significative par rapport au témoin du nombre de pucerons par feuille. Et un effet choc également pour le Tepeki repéré ici en jaune, qui, idem, a diminué significativement le nombre de pucerons par feuille. Ensuite, si on regarde 1 semaine et 2 semaines après le traitement, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a toujours pas d'efficacité dans cet essai du Karatézéon. Il y a même une légère augmentation des populations au-dessus du seuil de traitement qui peut éventuellement s'expliquer par un effet indésirable de ce produit sur les auxiliaires de culture qui, à nouveau, je le rappelle, effectivement peut permettre de réguler naturellement les populations de pucerons. En revanche, en parallèle, on observe une persistance d'action pour le Tepeki qui, même après 2 semaines, effectivement présente un nombre de pucerons par feuille qui est significativement plus bas que dans le témoin. Et en revanche, pour tous les autres produits, donc pas de persistance d'action puisque les populations réaugmentent légèrement pour certains et reviennent au niveau du témoin. Ce qu'on peut noter également, c'est que le mélange des 2 karatés, donc repérés en violet, semble ne pas avoir eu d'effet significativement différent de l'utilisation du karatéka seul, qui est donc en bleu ici. Si on regarde ensuite les résultats par rapport au rendement, alors là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on n'a pas mis en évidence de différences significatives, à la fois avec le témoin, ni entre les produits entre eux.
Et ça peut s'expliquer assez facilement par le fait que les infestations étaient globalement trop faibles pour observer des différences marquées, puisqu'en effet, comme je l'ai dit précédemment, on était globalement à 6 pucerons par feuille en moyenne, ce qui est à la limite du seuil de traitement. Donc voilà, ça peut expliquer pourquoi on n'a pas vu de différence au niveau du rendement. Ensuite, voilà, pour faire un petit résumé des efficacités qu'on a observées dans cet essai pour cette année, ce qu'on peut voir globalement, donc, c'est que le mélange des deux karatés dans notre essai, en tout cas, ne semble pas avoir de plus-value par rapport à l'utilisation du karaté K seul, même s'il y a effectivement une bonne efficacité, notamment à T+3. Pour les deux produits de biocontrôle, on a observé une efficacité moyenne, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution, mais pas d'effet significatif par rapport aux témoins. Alors potentiellement, on pourrait pallier cette efficacité moyenne en faisant 2, voire plusieurs applications. À savoir que c'était quelque chose qui était prévu, voilà, de pouvoir faire 2 applications dans cet essai. Néanmoins, comme je l'ai présenté, les infestations sont rapidement redescendues en dessous du seuil de traitement et donc ça n'a pas nécessité une deuxième intervention. Mais ça reste une possibilité pour les prochains essais. Le TPK, quant à lui, semble avoir confirmé son intérêt dans cet essai, puisqu'il y a à la fois un effet choc et une persistance d'action, contrairement aux autres produits. Et enfin, on observe globalement une bonne efficacité des produits qui ont du carbamate, donc du pyrimicarbe, mais pas d'efficacité pour le karatéséon, qui est une pérétrénoïde seule, en tout cas dans cet essai. Et donc, potentiellement, ça peut s'expliquer par le fait qu'on ait une population de pucerons résistante aux pyrétrénoïdes uniquement dans cet essai, et donc sensible au carbamate. Et c'est une hypothèse qui est assez probable, puisque si on replace cela dans le contexte du plan de surveillance de l'ANSES qui a été mis en place depuis 2018, et qui regarde les résistances des pucerons, notamment Mysius persicé, qui est donc globalement l'espèce majoritaire en pommes de terre, donc qui regarde la résistance de ce puceron à la fois aux pyrétrénoïdes et au carbamate. Ce qu'on a pu observer, c'est que sur 225 individus qui ont été échantillonnés à la fois dans le nord et dans le centre de la France, il y en avait plus de 70 individus qui étaient résistants, enfin qui avaient un profil de résistance uniquement aux pyrétrénoïdes, donc qui serait a priori le cas dans lequel on se trouve dans cet essai. En parallèle, il y en avait également un quart qui était résistant à la fois aux pyrétrénoïdes et au carbamate, et seulement 2% des individus qui ne présentaient ni de résistance aux pyrétrénoïdes ni au carbamate. Donc bon, c'est des résultats qu'il faut prendre avec précaution parce que c'est des échantillonnages qui ont été effectués sur betteraves. Néanmoins, si on regarde une étude récente qui a été faite en Belgique, où la surveillance a été faite cette fois-ci sur pommes de terre, on voit qu'ils retrouvent des ordres de grandeur assez similaires pour ce qui est de la résistance aux pyrétrénoïdes et au carbamate, puisqu'ils trouvent à peu près 36%, quand nous, on en a trouvé 25 chez nous. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur similaires, et ça montre bien qu'il faut rester prudent et continuer à surveiller ça en France. Alors pour ce qui est des recommandations, eh bien, voilà, la première chose, c'est de mettre l'accent sur les mesures prophylactiques, notamment la gestion des repousses et des déchets qui peuvent constituer des réservoirs de pucerons d'une année à l'autre. Également, comme l'a dit Cyril en début de présentation, de favoriser et de préserver surtout la faune auxiliaire, qui joue quand même un rôle important dans la régulation des populations de pucerons sur pommes de terre. Dans un deuxième temps, il faut également mettre l'accent sur la surveillance, donc c'est-à-dire évaluer régulièrement les niveaux de population de pucerons dans les parcelles pour vérifier que voilà, on reste sous le seuil de traitement et essayer de respecter ce seuil pour ne pas intervenir trop tôt et notamment voilà, ne pas porter préjudice à la faune auxiliaire. Le seuil de traitement qui est, je le rappelle, de 5 à 10 pucerons par feuille dans la parcelle. Et enfin, dans un dernier temps, si effectivement le seuil de traitement est dépassé, essayez au maximum d'éviter l'utilisation de pyrétrénoïdes seuls, des produits à base de pyrétrénoïdes seuls, puisque, comme je viens de le montrer dans le plan de surveillance de l'ANSES, c'est une résistance qui semble assez généralisée, en tout cas dans les populations de Mysius persicé. Et enfin, pour ce qui est des perspectives, entre guillemets, plutôt du côté d'Arvalis, c'est de continuer à mettre l'accent sur les produits de biocontrôle et notamment essayer d'améliorer l'efficacité des 2 produits que j'ai présentés précédemment en optimisant d'une part les conditions d'application et d'autre part en les testant dans des situations d'infestation différentes, donc par exemple des infestations plus fortes qui pourraient éventuellement mettre en évidence des différences significatives. Et enfin, mettre l'accent également et continuer la surveillance des résistances au carbamate
sur pommes de terre, puisque voilà, on vient de voir, c'est un point qui reste à surveiller pour la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et Philippe, je te passe la main. Ouais. Merci Juliette, j'y suis. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un petit peu le bilan de l'année concernant la lutte contre les taupins. En termes d'essais, donc il y a 5 essais qui ont été mis en place, alors soit en interne Arvalis, soit par des prestataires ou des partenaires. Donc l'ensemble de ces essais, enfin une grande partie de ces essais sont financés par le CASDAR RT, donc du projet Topic, qui est porté par la FN3PT et les organisations de producteurs, organisations régionales de producteurs de plants. Et pour lequel l'INRA, l'unité, donc IGEP, est également partenaire. Donc globalement, on a un essai, si on fait un petit peu l'état des lieux de ces essais-là en termes de niveau d'attaque. Donc on a un essai qui a été réalisé par Arvalis à Beloeil-en-Santerre, où on a un niveau d'attaque très très faible et pas mal de variabilité dans l'essai. Donc je le cite, mais je ne détaillerai pas cet essai-là. Ensuite, on a, le problème, c'est qu'on a eu aussi 2 essais, donc un dans les Hauts-de-France, un en Bretagne, où les niveaux d'attaque, les niveaux de dégâts sont très très élevés pour des durées de culture qui étaient aux environs de 120 jours. Donc on a des niveaux très élevés avec 76 et 83% de tubercules troués. La seule efficacité que l'on peut citer, c'est l'efficacité des références microgranulées, et qui n'est pas génialissime non plus. Voilà. Donc ensuite, je détaillerai les 2 essais qui ont été réalisés plutôt sur la partie sud du territoire, donc un à Chassenor et un à Castétis. Donc en termes de dispositif expérimental, on a 2 types de dispositifs. Un essai en bande, donc une bande égale une modalité, donc un train de planteuse de 4 ans sur 65 mètres de longueur, donc ça c'est l'essai de Chassenon. Et ensuite, donc pour l'essai d'Astria à Castétis, on a des blocs de fichères à 4 répétitions, 4 ans sur 10 mètres avec un témoin non traité inclus. En termes de méthode de notation, donc on prélève 15 à 20 plantes consécutives par parcelle pour obtenir 100 tubercules commercialisables. Donc ces tubercules sont observés un à un, et donc on note, on est sur la base de 2 indicateurs. Donc on note la fréquence de tubercules troués. Donc qui dit tubercule troué dit tubercule présentant des galeries, des trous ou galeries supérieurs à 3,5 mm de profondeur, qui restent présentes donc après 2 passages d'économe, ou bien dans le cas d'attaque plutôt superficielle, la fréquence de tubercules présentant des morsures. Et deuxième indicateur, donc l'intensité d'attaque, qui est caractérisée par le nombre de trous par tubercule observé. En termes de résultats, au niveau du premier essai, donc on est sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un essai en bande, donc à Chassenon, sur un précédent prairie, donc une durée de culture à peu près de 125 jours, et sur une variété féculière qui est la variété Amila. Donc globalement, on a un témoin non traité. Donc là, je vous ai mis. Donc en fait, ça c'est la moyenne des 3 témoins de l'essai, puisque pour voir un petit peu, pour gérer un petit peu la variabilité qu'il peut y avoir sur un essai. En bande, on ne met pas une seule bande témoin, mais on en met 3, donc 2 bandes extérieures et une bande en plein milieu de l'essai. Donc on est à 35% de tubercules troués avec le témoin. La référence, donc le karaté, on est aux alentours de 65% d'efficacité, donc un bon résultat de cette référence, sachant qu'habituellement on tourne autour de 35 à 45% d'efficacité. Ensuite, nous avons testé, alors là on ne voit pas forcément le détail ici, mais bon, nous avons testé donc des champignons entomopathogènes, donc avec un champignon entomopathogène du genre Metarhizium, donc 2 souches,
Donc une première souche qui est un produit qui est déjà un petit peu commercialisé en Allemagne et qui a une dérogation de 120 jours en Allemagne pour lutter contre les taupins en culture de pommes de terre, qui est la Tracap. Hein. Donc on a une efficacité qui est de l'ordre de 15%, qui est un peu décevante par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Hein. Ensuite, on a donc une deuxième souche, donc c'est le produit I2119, qui est la souche F52, hein, que l'on travaille également depuis plusieurs années et qui confirme un petit peu son efficacité aux alentours de 50%. Ensuite, donc, on a des champignons entomopathogènes à base de Beauveria. Donc, une souche qui est commercialisée, qui est autorisée pour lutter contre le charançon du palmier en France, et qui est une souche UPL, donc 45% d'efficacité. Hein, donc, on confirme un petit peu les résultats que l'on a obtenus sur les années antérieures. Et ensuite, on a le Naturalis, donc le Naturalis qui est le produit autorisé hein, pour lutter contre les taupins en pommes de terre, où là, on travaille les doses et également donc les doses dans l'arrêt de plantation et également une application en plein avant plantation pour voir si on arrive à atteindre les larves de taupins qui se situent sur l'ensemble de la surface de la parcelle. Donc globalement, on n'a pas d'effet dose. Hein. Sur cet essai-là, on n'a pas forcément d'effet dose. Voilà. Donc, pour rappel, hein, en termes de réglementation, Naturalis peut être utilisé 5 fois à la dose de 3 litres hectare en espaçant les applications de 5 jours entre la plantation et la levée. Donc là, bon, on concentre un petit peu le produit dans l'arrêt de plantation. Hein, et ici, bon, on l'applique vraiment avant plantation. Ensuite, en termes de répulsifs, donc on a testé des piments, des extraits de piment et moutarde et des extraits d'ail. Piment et moutarde, donc là on est sur une efficacité qui est quasi nulle. Historiquement, on avait des résultats quand même qui étaient intéressants avec ce produit-là dans des situations de conditions plutôt sèches. Hein. Conditions climatiques durant l'essai plutôt sèches. Là, on est sur des conditions pluvieuses, donc on pense qu'il y a un lessivage du produit qui fait qu'il est plus aussi efficace. Extrait d'ail, on est aux alentours de 35 à 40% d'efficacité également. Et la combinaison, on essaie de travailler également les combinaisons entre des produits de référence conventionnels plus des répulsifs. Et là, on voit que en additionnant les deux, on a du mal à augmenter l'efficacité par rapport à un produit seul, qui est le Karaté 04G. Donc ça, c'était pour le premier essai. Deuxième essai, donc un essai à Castetis, donc dans le sud-ouest, sur la variété Spunta, donc avec un cycle un peu décalé, hein, puisqu'on a fait la plantation a eu lieu le début juillet, 105 jours de durée de culture. Donc globalement, on a un témoin donc à 39% de tubercules troués, avec une intensité d'attaque qui est un peu plus faible par rapport à l'essai précédent. On est à 0,9 trous par tubercule observé. Une référence chimique qui est le Trica Expert, donc qui est l'équivalent du Karaté 04. Hein, donc là, on est à 60% d'efficacité. Ensuite, on a une formulation déconcentrée de ce Trica Expert plus. Hein, donc on apporte la même quantité de matière active dans cette formulation-là, mais sur beaucoup plus de microgranulés, donc ce qui permet d'avoir un maillage un peu plus resserré. Bon, dans ces conditions-là, vous voyez bien que l'efficacité est quasi identique, hein, donc ça n'apporte pas grand-chose. Ensuite, on a travaillé également les métarhizium, donc le métarhizium que je vous ai cité tout à l'heure, où là on a une efficacité un peu moins bonne, 25%. Les Beauveria, donc même chose, hein, 40% d'efficacité avec la formulation d'UPL et le Naturalis à 9 litres. Et on a voulu également essayer de travailler un petit peu le positionnement du Naturalis. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on l'a positionné également en plein avant plantation. Et là, l'objectif, c'est vraiment de chercher un petit peu l'effet répulsif de ce produit-là. Donc, on a essayé de l'appliquer sous couvert du feuillage sur la butte, suivi d'une irrigation. Irrigation pour vraiment faire pénétrer le produit
dans le sol au moment où les larves de topin sont au niveau des tubercules fils. Donc, bon, cette application n'apporte pas grand-chose sur cet essai-là. Hein. Même constat avec le produit, avec les extraits de piment et de moutarde. Hein. On gagne rien avec la double application. Et même résultat que dans l'essai précédent, avec donc la combinaison de trica et de produits et d'extraits de piment et de moutarde. Donc en termes de synthèse, alors là je vous ai remis la synthèse la synthèse que j'avais déjà présentée l'année dernière, mais bon, c'est une mise à jour. Si on regarde les produits conventionnels, on est aux alentours de 40% d'efficacité, que ce soit avec le karaté ou le trica expert, pour un témoin à 44% de tubercules troués. Si on regarde graphique de droite, l'efficacité du succès GR, qui est à base de spinosade, et je vous le rappelle, c'est un microgranulé que l'on met dans l'arrêt de plantation. On est aux alentours de 25% d'efficacité, hein, alors que donc la lambda-cyalotrine est à pratiquement 40% d'efficacité. Donc là, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Et si on regarde maintenant le Naturalis, donc la mise à jour des essais avec les essais de cette année, l'année dernière, on était plutôt sur une équivalence entre karaté et Naturalis. Cette année, on a une différence significative entre les deux, bon, qui est quand même, les deux produits apportent une certaine efficacité par rapport à un témoin non traité. Donc, puisqu'on est, on est avec le karaté 04 GR, on est à 37% d'efficacité contre 27 avec Naturalis. Mais ça masque, donc ça c'est le bilan de 10 essais, ça masque quand même quelques différences si on prend sur une synthèse de 7 essais entre 2019 et 2021, on voit que globalement, pour des essais à forte attaque, donc qui sont au nombre de 4, hein, on a une différence significative entre le karaté 04 GR et le Naturalis à 3 litres, hein, chose qu'on ne retrouve pas sur des essais à faible attaque. Et ce qu'il faut noter également, c'est que à forte attaque, quand on augmente la dose en réplantation de Naturalis, hein, on fait une application de 9 litres par hectare, qui n'est pas autorisée actuellement, hein, je le rappelle. Hein, donc, normalement, ça aurait dû être 3 fois 3 litres espacés de 5 jours entre chaque application. Donc là, on n'a pas d'efficacité sur un niveau d'attaque très élevé. Par contre, sur un niveau d'attaque un peu plus faible, attaque modérée, inférieure à 50-55%, là, on a une efficacité du Naturalis par rapport au karaté et par rapport au Naturalis à dose faible. Voilà. Et on est à 46% d'efficacité avec cette formulation-là. Donc ça, c'était pour le Naturalis. Et là, je vous ai remis une synthèse donc, de la formulation déconcentrée du trica expert. Donc ça, c'est un produit qui vient d'avoir une autorisation en Italie. La société Sumiagro espère une autorisation en France dès l'année prochaine. On voit quand même qu'on est sur des mêmes niveaux d'efficacité entre trica expert et ce produit-là, puisqu'on est aux alentours de 50%. Voilà. Donc en termes de conclusion, sur les produits homologués, donc on a des efficacités irrégulières de 30 à 40% en moyenne, que ce soit pour le karaté, le trica, un peu moins pour le succès GR. Le Naturalis, voilà, ça dépend un petit peu de comment on se positionne par rapport notamment au niveau de dégâts dans les témoins. Hein. Donc nous, en termes de perspective, l'objectif c'est vraiment de poursuivre sur l'optimisation de l'application du produit, hein, que ce soit en termes de dose ou de positionnement spatio-temporel. Sur la partie stratégie de biocontrôle en recherche, donc on a des efficacités de 30 à 40% qui sont proches quand même des références conventionnelles, mais qui sont de toute façon insuffisantes. Hein. Donc sur la partie champignons entomopathogènes, les évaluations sont toujours en cours. On souhaite poursuivre, donc on a des nouveaux candidats avec des niveaux d'efficacité intéressants.
La stratégie des plans de campagne, là je ne vous en ai pas parlé parce que malheureusement cette année, on n'a pas de résultats. On n'a pas de résultats exploitables, donc on peut pas avancer sur cette stratégie-là. On a une certaine efficacité, donc par expérience, mais qui reste à confirmer. Donc là, on souhaite poursuivre sur le choix des plans de campagne avec notamment des comparaisons blé-orge, les doses et leur positionnement spatio-temporel, et également essayer de poursuivre en situation de production pour qu'on essaie d'abonder un petit peu en termes de résultats. Et ensuite, donc, sur la partie stratégie push-pull, donc qui fait intervenir des répulsifs, comme ce que je vous ai présenté précédemment, et pourquoi pas des plans de campagne. Donc là, c'est à initier pour voir si on arrive à gagner un petit peu en efficacité de protection contre les topers. Et ensuite, des leviers à travailler, donc éviter les attaques, donc en travaillant sur les variétés, en essayant de comprendre un petit peu les mécanismes qui font que certaines variétés sont un peu plus attaquées que d'autres. Donc ça fait l'objet d'un travail au sein du projet Topic, donc avec les différents partenaires que j'ai cités précédemment. Donc ensuite, les intervalles des fanages récoltes, essayer de les réduire au maximum pour éviter d'avoir un nombre de piqûres conséquent sur les tubercules, ainsi que la date de récolte. Et également, l'autre objectif, c'est d'essayer d'abaisser les populations larvaires. Donc là, c'est des essais qui sont un peu plus lourds à mettre en œuvre, donc c'est des essais pluriannuels, où là, on va travailler des mesures agronomiques telles que le travail du sol, l'utilisation de plantes de service, donc plantes de service notamment à action biofumigante, et également des champignons entomopathogènes qui permettraient également de réduire les populations. Donc en termes de recommandations, la prophylaxie, donc rien de nouveau, prophylaxie avant tout, le choix de la parcelle, donc se baser sur l'historique des dégâts, éviter vraiment les prairies de longue durée, ou au moins l'absence de travaux du sol réguliers permet vraiment aux taupins de s'installer, et donc il faut vraiment éviter ces situations-là. Donc une gestion à réfléchir sur l'ensemble de la rotation en termes de protection, donc protéger les cultures dès qu'on a la possibilité de le faire, travailler le sol au moment opportun, c'est-à-dire globalement quand les pontes, au moment de la ponte et des jeunes larves, donc c'est-à-dire entre le mois de mai, juin et fin juillet, éviter les récoltes tardives pour diminuer l'exposition des tubercules, évaluer le risque sur sa parcelle par le biais de piégeage, que ce soit des pièges Kirchmann avec des appâts ou en mettant simplement des tubercules de pommes de terre au mois de mars. Et ensuite, sur les parcelles à risque modéré, donc vraiment éviter les parcelles à risque élevé, telles que derrière prairie notamment, utiliser, si c'est possible, ces produits-là qui n'ont pas une efficacité quand même très élevée, mais qui permettent quand même de sauver quelques tubercules. Voilà. Et on espère que vous avez trouvé l'information concernant la lutte contre le puceron et le topin au cours de ce webinaire.